Alors, un grand merci à la Générale qui accueille ce soir ce débat. Donc moi c'est Flora Carpentier de Révolution Permanente. Vous m'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux assurer chaque samedi les directs pendant les différents actes des mobilisations des Gilets jaunes. Alors donc on attend encore, enfin on va pas attendre, mais on attend à la tribune Anas Kazib, cheminot syndicaliste qui interviendra tout à l'heure, et puis Assa Traoré, qu'on ne présente plus, du comité Justice pour Adama. J'ai ici à ma gauche nos deux grands blessés gilets jaunes qui sont Antonio Barbetta et Franck Didron, qui prendront la parole aussi pour raconter un petit peu leur combat, etc. Et puis on a Oriane qui a lancé la page Facebook Femmes Gilets jaunes, qui a été organisatrice aussi des mobilisations de femmes le dimanche pour donner une visibilité particulière aux femmes Gilets jaunes qui se mobilisaient depuis le début du mouvement. Et puis Daniela Cobet pour le comité de rédaction permanente qui interviendra à la fin des interventions de cette tribune. Ça va se passer de la manière... donc on va faire intervenir la tribune pour des interventions de 7 minutes, et puis ensuite on donnera le débat à la salle. Donc il y a un micro qui va circuler, on vous demandera d'être assez concis parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui vont vouloir intervenir. On a le débat qui va se terminer à peu près aux alentours de 22 h, dans l'idée ensuite de pouvoir boire un verre avec vous à la buvette associative de la Générale. Donc voilà, l'idée c'est que chacun puisse intervenir s'il a quelque chose à dire, mais tout en... On va tenter de faire des interventions de 3 minutes maximum pour donner le temps à plus de monde possible. Donc voilà, pour la petite intro, pour introduire ce débat, je prenais mon stylo tout à l'heure et le mot qui m'est venu, la phrase qui m'est venue à l'esprit, c'est « qui aurait cru ». Qui aurait cru que les gilets jaunes, cet affreux gilet fluo qu'on a tous côtoyé au moins une fois dans notre vie, dans la voiture, à vélo, à l'usine, ces gilets jaunes que les écoliers portent pour traverser la rue, qui aurait cru qu'il deviendrait le symbole de l'affrontement à Macron et son monde, à son mépris sans limite pour les travailleurs et les classes populaires, lui qui est né avec une cuillère en argent dans la bouche? Qui aurait dit que les gilets jaunes allaient devenir un symbole de résistance à cette politique au service des riches qui broie nos vies depuis tant de décennies? Qui aurait dit que le gilet jaune allait devenir un symbole de l'affrontement à l'État et sa police? Que des hommes et des femmes de 80 ans allaient le porter fièrement face à des CRS surarmés, affrontant la lacrymo, les coups de matraque et des tirs de flashball? Qui aurait dit il y a encore un an de cela que Macron n'en dormirait pas la nuit, que les plus grands analystes politiques auraient la migraine, que Macron rirait jaune en voyant un mannequin à son effigie partir en fumée, qu'il deviendrait le réceptacle de toute la haine d'une classe laborieuse qu'on a usée jusqu'à la moelle, qu'on a piétinée, broyée, une classe laborieuse qui estime aujourd'hui qu'elle n'a plus rien à perdre et qui refuse qu'on lui retire ce qui lui reste de dignité, et qui prend conscience de sa force, de la puissance, de la solidarité retrouvée sur les ronds-points. Autour d'un brasier duquel s'élève le slogan « Macron démission », ce cri de colère qui doit hanter les nuits de Jupiter et les siens. Ses amis du 440, ses Benalla et Castaner, ses Carlos Ghosn et Bernard Arnault, ceux-là même qui se gavent sur notre dos. Mais combien de temps encore? Car oui, le mouvement des Gilets jaunes a fait renaître un espoir. Après 2 mois et demi à battre le pavé, l'espoir qu'il était non seulement souhaitable mais possible de renverser l'ordre des choses, d'imposer la répartition des richesses, d'imposer notre droit à vivre et non à survivre, d'imposer notre droit à décider de notre avenir et de celui de nos enfants. Alors il leur en a fallu de la créativité pour tenter de tuer le mouvement dans l'œuf avec l'aide des grands médias à leur service, tentant de faire croire qu'il s'agissait d'un mouvement d'extrême droite, puis tentant, comme à leur habitude, de faire passer les manifestants pour des dangereux casseurs, alors même que les casseurs, ce sont ceux qui broient nos vies, ce sont ceux qui nous exploitent au quotidien. C'est tout l'appareil répressif mis en branle pour nous mutiler, pour tenter de nous empêcher de manifester. Alors oui, la tâche a été grande pour nous à Révolution Permanente, pour montrer qui étaient véritablement ces gilets jaunes qui battaient le pavé inlassablement, pour faire entendre haut et fort leurs revendications de plus de justice sociale, pour leur donner la parole. C'est cette tâche que nous avons pris à bras le corps avec Révolution Permanente dès le 17 novembre.
Car on sait très bien qu'on ne peut pas compter sur les médias détenus par les capitalistes qui n'ont d'autre objectif que de nous museler et de tenter de nous faire rentrer dans le rang. Alors, avec Révolution Permanente, nous partons du principe que la neutralité de l'information n'existe pas, et nous avons choisi notre camp. Celui qui est le nôtre, celui des gilets jaunes, des travailleurs, des travailleuses, d'une jeunesse en mal d'avenir, de ces femmes qui relèvent la tête aujourd'hui par centaines de milliers. Parce que Révolution Permanente, c'est un projet politique de redonner une voix à notre classe. C'est un outil pour la réflexion et pour s'organiser pour un changement de société. Alors Révolution Permanente, c'est un média militant qui dépend aussi de vous. Et c'est pour ça que nous vous invitons à y contribuer, à devenir nos correspondants, continuer à nous envoyer vos témoignages. On est fiers aujourd'hui d'avoir pu donner la parole à des centaines d'entre vous par les témoignages que vous nous envoyez tous les jours, au point que notre messagerie est pleine à craquer. Sur Facebook, on n'arrive plus à suivre tous les messages qu'on reçoit, ou pendant les heures de Facebook Live que nous avons au compteur. L'autre compteur qui a explosé, c'est celui du nombre de visites de notre site, avec un premier record de 1,7 million d'entrées au mois de décembre, puis un deuxième record de 2,4 millions de visites au mois de janvier, pour une information du bon côté de la barricade. Donc un grand merci à vous, parce que si Révolution Permanente existe, c'est avant tout grâce à vous. Et aujourd'hui, voilà, on est fiers de pouvoir vous réunir dans cette salle et avoir à nos côtés ces gilets jaunes qui battent le pavé et à qui on va donner la parole. Bonsoir à toutes et à tous, désolé, je suis arrivé en retard, on vous a dit d'arriver à l'heure et moi j'arrive en retard. C'est la vie de père de famille qui habite en banlieue. Moi je suis content d'être là, je suis un peu stressé aussi. J'ai l'habitude de faire un peu les plateaux télé et c'est plus stressant ici que d'être face à Alain Marchal ou Olivier Truchot, donc voilà. Parce que cette échéance-là, elle est importante en vérité pour nous. C'est un mouvement dont on parlait, on disait qu'il était apparemment apolitique. Et la réalité, c'est que ce mouvement, il est hautement politique en fait. Un mouvement qui réclame le RIC, qui réclame de la justice fiscale, la fin des inégalités, etc., etc. C'est un mouvement qui est hautement politique. Et nous, cette échéance-là, on l'a pensé à travers cette thématique-là, du retour du spectre de la révolution. Et moi, je suis, comme l'a dit Flora, je suis cheminot. Je suis syndicaliste et j'ai fait partie de ceux au début qui étaient sceptiques. Au moment de l'acte 1, lorsque ce mouvement-là, et rappelez-vous, hein, il ne s'appelait pas mouvement des Gilets jaunes, il s'appelait mouvement contre la hausse des taxes sur le carburant. Et c'était un mec qui avait un jour fait une vidéo, il a dit écoutez, pour se reconnaître, on a tous un gilet jaune dans la bagnole, jetez ça sur le tableau de bord histoire qu'on se reconnaisse. Et à travers cette vidéo-là, les gens se sont dit aussi, le jour même, le jour de l'acte 1, on va mettre ce gilet jaune, et de là en vérité est né ce mouvement des gilets jaunes. Et aujourd'hui on voit qu'il y a plus grand monde qui se préoccupe en vérité de la hausse des taxes sur le carburant. Et moi je racontais une anecdote qui m'est arrivée ce matin avec mon fils de 3 ans. Il regardait la fenêtre, il y a des ouvriers en bâtiment, et il y avait 3 ouvriers en bâtiment qui portaient une fenêtre, et il me disait papa regarde, il y a des gilets jaunés. Il dit gilet jauné comme la musique, il dit pas gilet jaune. Et il a 3 ans. Et cette anecdote qui est en vérité pas si anodine que ça, elle fait écho avec ce que m'avait dit un ami. Dans 20 ans, à Nas, dans 30 ans, lorsqu'on verra un gilet jaune, on repensera obligatoirement au mouvement des gilets jaunes. C'est sûr. Et tous, je pense, on a ce même réflexe lorsqu'on croise un travailleur de la propreté de Paris, un travailleur en bâtiment. On le regarde un peu en se disant on est peut-être ensemble le samedi, on ne sait pas, mais t'as envie de lui faire même un pouce, alors que ça se trouve le mec ne manifeste même pas, ni rien du tout, mais le fait de le voir porter ce gilet jaune là, ça revêt une sorte d'aura impressionnante. Il y a une emprise, ce mouvement en l'espace de 2 mois et demi, il a mis un ancrage phénoménal. Personne n'aurait mis une seule pièce le 17 novembre lors de l'acte 1 en se disant que 2 mois et demi on sera à l'acte 12 et l'acte 13 et l'acte 14, etc. etc. Et c'est une des réalités en tout cas qu'on voit aujourd'hui. Mais on est aussi de ceux qui voulons aussi pointer, ou en tout cas essayer d'apporter un peu de grain à moudre, parce qu'on le sent bien aujourd'hui, ce mouvement-là, il est un peu on va dire, en moyenne, le mouvement, on dit, d'après les chiffres de la préfecture,
80 000, 100 000, etc. On se dit, bon, le mouvement des Gilets jaunes, aujourd'hui, il est celui-là. C'est-à-dire, chaque samedi, on aura 80 000 personnes. Et nous, on veut voir, en fait, et d'essayer de discuter de la manière avec laquelle on va pouvoir essayer de péter, en tout cas, ce plafond de verre qui est au-dessus du mouvement des Gilets jaunes. Et ça va passer notamment par cette grève appelée par certains syndicats et également par les Gilets jaunes, cette grève du 5 février. Ça va être une première étape et ça va être une étape importante. Parce qu'on le sent tous aujourd'hui. On sent tous que Macron est en train de nous balader avec son grand débat, qu'il n'y aura rien de spécial après, et que si on veut obtenir des choses, et lorsqu'on est Gilets jaunes, et lorsqu'on est dans le mouvement des Gilets jaunes, le but n'est pas uniquement de manifester de samedi en samedi. À un moment donné, lorsque on a, et il y en aura qui parleront, comme Oriane ou autres, qui parlent aussi par exemple de ces femmes précaires. Ces femmes précaires, à un moment donné, elles ont aussi une réalité, c'est celle de leur poche. Et ils ont besoin de becter à la fin du mois. Ils ont besoin de faire en sorte que le fait de sortir chaque samedi, de militer, d'occuper les ronds-points, il y ait une réalité. Et cette réalité-là, on le voit, elle n'est pas encore très présente. Il va falloir faire en sorte, et c'est pour ça qu'on fait cette échéance-là, il va falloir que cette revendication, elle soit là, elle soit présente. C'est celle des salaires, c'est celle des emplois, c'est celle qui lutte contre le chômage, la précarité. Et il y a une éditorialiste qui s'appelle Françoise Fressos qui disait un truc assez intéressant. Elle disait, il y a une force dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il est anti-riche, mais il n'est pas anti-patronal. On ne sent pas les patrons en difficulté à travers ce mouvement-là parce qu'il ne les cible pas directement. Et on le voit, le mouvement il évolue, je disais d'acte en acte et de manifestation en manifestation. On voit aujourd'hui, tout le monde parle du LBD 40. De la grenade de désencerclement, personne n'en parlait le 17 novembre. C'était pas le mouvement contre la hausse des taxes sur le carburant et contre le LBD 40, mais c'est les enseignements de ce mouvement des Gilets jaunes qui fait qu'il évolue étape après étape, qu'aujourd'hui il y en a même qui commencent à demander la dissolution de la BAC, qui commencent à se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et il y a eu un événement il y a 2 semaines, c'est le rapport de l'Oxfam. L'Oxfam, Attaque font des rapports quasiment tous les ans. Je pense l'année dernière, personne ne se préoccupait du rapport d'Oxfam. Mais je pense que ce soir dans la salle, il y a au moins 90% des gens qui savent qu'il y a 26 milliardaires qui détiennent autant de richesses que la moitié de l'humanité. Et pour avoir ce chiffre-là dans la tête, il y a une prof qui vulgarise ça. Elle disait dans une interview, elle disait, vous vous rendez compte, c'est l'équivalent d'une classe de CM1. Vous imaginez, vous, une classe de CM1 de 26 personnes détient la totalité, la moitié des richesses de l'humanité. Ils peuvent couper la terre en deux et dire la moitié elle est à nous, débrouillez-vous entre vous. Et ça, c'est que 26 milliardaires. Il y en a plus de 3000 des milliardaires dans le monde, vous vous rendez compte? Donc, les riches, il va falloir les pointer. Il y a les politicards qui font la politique des bourgeois, qui leur filent 40 milliards de CICE, qui leur filent de l'ISF. Mais ceux qui nous précarisent, ceux qui nous exploitent au quotidien, ceux qui ont la possibilité en tout cas d'embaucher, d'augmenter les salaires, c'est les patrons. Et c'est pour ça que cette étape du 5 février, elle va être importante, elle va être primordiale. Il va falloir que tous les Gilets jaunes, qu'on soit syndiqués ou non syndiqués, dans des entreprises, dans le privé, au chômage, qu'on soit étudiant, il va falloir qu'on essaie de tous se bouger ensemble pour qu'à partir de ce 5 février, eh ben, on continue à aller travailler dans le terrain, aller chercher les gens, aller leur expliquer que ce mouvement des Gilets jaunes, va falloir le transformer en mouvement du tous ensemble, mais il va falloir, pour que ça soit un mouvement du tous ensemble, il va falloir lui donner une directive claire, parce que c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que Macron, il a l'affaire Benalla qui lui saute à la gueule. C'est aujourd'hui que Macron, il doit avoir affaire avec toutes les violences policières. C'est aujourd'hui qu'ils ont la tête sous l'eau. C'est aujourd'hui, c'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 6 mois. Et donc, le truc qui est fort aussi avec le mouvement des Gilets jaunes, et je conclurai là-dessus, c'est cette question d'un syndical. Et vous comprenez, moi en tant que syndiqué, j'aurais pu être choqué. Mais moi quand j'entends un syndical, j'entends direction syndicale. Et la plupart, quand on les croise dans le mouvement des Gilets jaunes, moi je fais pas de l'entrisme. Les gens ils savent que je suis chez Sudra et ma tête elle est connue. Mais les gens ils me disent pas casse-toi de ma manifestation. Ils me disent Anas, ils sont où les autres? Parce qu'ils ont compris la différence entre Anas et les directions syndicales. Ils ont compris la différence entre le cheminot lambda syndiqué, le petit adhérent ou non adhérent, avec les directions syndicales. Parce que c'est les mêmes qui nous baladent en vérité. Et c'est ça qui est fort. Le mouvement des Gilets jaunes, alors que c'est pas un mouvement, c'est souvent des gens des petits secteurs, des travailleurs du privé qui n'ont jamais eu en fait affaire aux directions syndicales. Elles ont eu la clairvoyance et plus de lucidité que nous, qui nous faisons balader justement au moment des lois El Khomri, on a des journées saute-mouton, au moment de la dernière bataille du rail, on a des grèves perlées, on en a marre de ces stratégies de la défaite et de ces directions syndicales qui nous envoient face au mur. Et je disais en conclusion,
Il va falloir que cette question d'un syndical, il va falloir la transformer. Non pas en disant, non, on veut pas d'outil syndical, on veut pas d'adhérents, on veut pas de militants, parce que ça c'est faux et les Gilets jaunes vous le diront eux-mêmes. Ils diront, nous bien sûr, il y a Gérard, il est militant à la CGT, à PSA, il vient au rond-point tous les jours, nous l'autre il est chez Sud, l'autre elle est prof chez Solidaire, on n'a pas de problème, c'est des gens combatifs. Va falloir que l'outil syndical, celui qui a été créé au service de la lutte, va falloir qu'on l'arrache de la main des directions syndicales, va falloir qu'on le revendique, qu'on dise les syndicats ils nous appartiennent, ils appartiennent pas à Laurent Berger, ils appartiennent pas à Martinez. Va falloir qu'on récupère nos outils syndicaux et ça passe par la base, par le mouvement des Gilets jaunes, par tous les Gilets jaunes qui soient syndiqués ou non, et aussi par tous les militants combatifs, tous ceux qui sont dans les tôles, à la SNCF et ailleurs, qui en ont marre à un moment donné de perdre. Parce que c'est ça ce qui va arriver. On disait au tout début de ce mouvement, c'est criminel ce que font les organisations syndicales de laisser les Gilets jaunes tout seuls. Et c'est pour ça que je disais, si on doit taper sur ce clou-là, sur lequel on tape en vérité depuis un certain nombre d'années, et ben c'est aujourd'hui qu'il va falloir débrayer, il va falloir que on n'aille pas dans des actes 12, actes 13, actes 14, va falloir qu'à un moment donné, il y ait un acte définitif, un acte final, celui du tout ou rien, va falloir qu'on aille jusqu'au bout. Et moi je le souhaite, j'espère que la grève générale, ça soit pas uniquement de l'incantation, mais que ça soit une réalité. Pour que ça soit une réalité, il va falloir le militer. Merci beaucoup. Alors Chérifa qui est là et moi avons créé la première femme gilet jaune, la première page femme gilet jaune en France, juste après qu'Emalan ait déjà apporté son soutien aux gilets jaunes en créant des événements intitulés Féministes pour la justice sociale. Nous sommes féministes. Nous ne faisons pas la une de Closer, mais la lutte pour les droits des femmes, nous la vivons dans nos corps, nous l'éprouvons dans nos chairs et dans nos actes chaque jour pour arriver à survivre. Chérifa et moi, on vient de l'armée du salut. J'y ai vécu 7 ans et Chérifa, elle y vit encore. À l'armée du salut, nous sommes en exil, des femmes en exil, soit de pays en guerre, beaucoup d'érythréennes, de somaliennes, soudanaises, etc. Enfin, de pays en guerre, de maris violents, de familles lesbophobes qui nous auraient répudiés, quoi. Ou encore de réseaux de traite des êtres humains, prostitution, une des conséquences aussi la plus brutale de l'extrême précarité des femmes et des hommes aussi. Donc le néolibéralisme actuel est à ce point obscène qu'il arrive à faire son profit et à engranger des milliards d'euros, même sur la situation des femmes les plus vulnérables. L'Armée du Salut, c'est une entreprise internationale de charity business. Là-bas, les femmes payent 500 € les 9 mètres carrés, sans cuisine. Elles sont expulsées et mises à la rue quand elles ne sont plus rentables et qu'elles ne peuvent plus payer. Des femmes se suicident à la fleur de l'âge parce qu'elles n'ont plus d'espoir. On est victime de violences institutionnelles, barrages volontaires qui nous empêchent d'accéder à nos droits les plus fondamentaux. Les corps des femmes qui se suicident sont envoyés à la fosse commune plutôt que d'être rapatriés dans leur pays d'origine. Dans les chambres, c'est pas des souris, c'est des rats qui se baladent. Et en plus de ça, nous sommes culpabilisés et humiliés, et surtout quand nous brisons les omertas. Vous devez connaître peut-être le collectif des morts de la rue qui fait un travail de recensement en fait des femmes et des hommes décédés. Alors ce collectif il fait plus l'unanimité que nos collectifs de femmes précaires comme nous, le collectif des femmes de l'Armée du Salut. C'est à croire qu'un bon pauvre, une bonne pauvre est un pauvre qui se tait, mais plus que ça, une bonne pauvre est un pauvre qui est morte, elle se taira à jamais, et là enfin tout le monde, ça fait l'unanimité. La façon dont les actions et les manifestations sont réprimées depuis le début du mouvement ne fait que dévoiler au grand jour la façon dont sont traitées quotidiennement et depuis longtemps les classes les plus populaires en France. Voilà, il y a presque 3 mois maintenant, une brèche s'est ouverte avec la pétition de Priscilla contre la taxe du gasoil. Nous avons été des milliers de femmes et d'hommes à s'y engouffrer massivement pour libérer enfin cette parole nécessaire et urgente.
C'est ensemble que nous avons trouvé la force de briser ces omertas et que nous avons réclamé la justice sociale, fiscale et pénale, et pour dire nous aussi on a envie de vivre. Nous avons pris les ronds-points, les espaces publics, les réseaux sociaux, nous sommes montés sur les barricades, nous aussi les femmes. Nous comptons nos blessés dont les visages défilent sur les réseaux sociaux. Notre groupe de femmes précaires, femmes en guerre, s'est élargi. Nous sommes maintenant 15 administratrices et 2 administrateurs à travailler pour donner à voir la parole et les revendications de toutes les travailleuses précaires, les chômeuses, les mères célibataires, les femmes handicapées, les blouses blanches, toutes ces femmes qui font partie des corps de métier encore très féminisés, les aides-soignantes, soufflez-moi, les aides à domicile, les infirmières, les métiers aussi de l'éducation, les femmes de ménage, voilà, aussi toutes les femmes précaires qui sont les plus exploitées par le système néolibéral et qui subissent en plus des horaires éclatés. Il faut savoir que dans le service d'aide à domicile, par exemple, maintenant on demande aux femmes de se mettre au RSI, ce qui permet aux grosses plateformes de ne plus payer en fait des charges sociales, etc. Ben, je vais reprendre les chiffres de Louise qui était à Commercy pour nous représenter. Elle était à l'Assemblée des Assemblées pour représenter les femmes gilets jaunes. Et donc voilà, la situation pour nous les femmes, c'est celle d'une immense précarité. Plus prolo que le prolo, il y a la femme du prolo. Près d'un quart d'entre nous vivons sous le seuil de pauvreté. Nous occupons massivement des emplois sous-payés et dévalorisés, comme les soins à la personne, 90% de femmes, pourtant essentielles au fonctionnement de cette société. À salaire égal, nous touchons 25% de moins. Nos retraites sont 42% moins élevées que celles des hommes. On subit les temps partiels imposés. Et malheureusement, on vit aussi le harcèlement et la violence sexiste au travail, dans la rue, encore trop souvent à la maison, sans compter le racisme, la lesbophobie, la transphobie et les discriminations liées au handicap quand nous sommes concernés. S'organiser pour faire entendre nos voix, une assemblée Voilà, on va bientôt faire une assemblée de femmes gilets jaunes. On travaille avec toutes les femmes gilets jaunes parce qu'après le nôtre, il y a eu vraiment beaucoup de groupes qui se sont ouverts à Charleville-Mézières, à Toulouse, à Marseille, de groupes femmes gilets jaunes. C'est pas pour diviser le mouvement, au contraire, c'est pour le renforcer. Et comme disait Mirabeau, tant que les femmes ne s'en mêlent pas, il n'y a pas de véritable révolution. Donc nous, on veut une véritable révolution. Merci Oriane. Donc, à propos des femmes, on a une petite annonce à faire, c'est qu'on va recevoir en France Andrea Datri, qui est une féministe, une figure du mouvement féministe des femmes en Argentine, en Amérique latine, qui s'appelle Ni Una Menos, pas une de moins, contre pour dénoncer les morts de femmes sous les coups de leurs conjoints et la violence contre les femmes. Donc on l'accueillera en France au mois de février. On organisera avec Révolution Permanente une soirée débat le 22 février au soir. Vous pourrez prendre un petit flyer à la sortie, on vous confirmera le lieu d'ici peu. On a aussi édité son ouvrage Pan y Rosas aux Français, du pain et des roses, que vous pouvez acquérir sur la table de presse de Révolution Permanente au fond de la salle, qui vient de sortir des presses et qu'on est heureux de vous présenter ce soir. Qui revient sur l'histoire du mouvement féministe d'un point de vue lutte des classes, justement de ces femmes travailleuses qui au travers l'histoire, ont fait justement l'histoire de notre classe. Donc voilà, sans plus tarder, je vais donner la parole à Franck Didron, 20 ans, qui vient de la Haute-Marne, qui a été blessé le 1er décembre par flashball. Il a perdu l'usage de son œil. Moi, c'est Franck Didron, j'étais blessé le 1er décembre à l'acte 3. J'ai reçu un appel de ma mère, qui s'en veut d'ailleurs que je fais passer le message à ma mère sur tous les réseaux. Parce qu'elle me dit, si elle ne m'aurait pas appelé, ça ne serait pas arrivé. Mais moi, je dis, si, ça serait arrivé. Parce qu'on a été encerclés par les CRS. J'étais avec des gilets jaunes dans un groupe pacifique. Je dis bien pacifique. Là, le téléphone sonne, je réponds à ma mère. Ma mère demandait des nouvelles parce qu'elle voyait à la télévision que le climat était anormal. Les gilets jaunes, ils me disent, attention, ils chargent les CRS.
je regarde les CRS qu'il y avait devant moi, c'était pas eux, je tourne la tête à droite, je regarde ceux qui avaient à gauche, c'était pas eux. Et quand je tourne la tête, je me reçois la balle d'un LBD 40. Alors moi je me demande où qu'a été la violence, en sachant que j'étais au téléphone, quelle violence je représentais à ce CRS. Et je voudrais bien que ce CRS vienne en face de moi et qu'on se regarde droit dans les yeux, qu'il me dise ou que je lui montre un signe de violence. Mais ça malheureusement il ne le fera pas. Et il ne se dit pas qu'il a détruit une vie, parce que j'ai 20 ans, j'ose même plus me regarder dans une glace. Pour moi je suis défiguré. Et je me dis, alors j'ai fait ce mouvement depuis le 17 novembre, parce que j'avais un travail, j'étais paysagiste. Et malheureusement, je n'ai pas pu atteindre mon travail. Il y a eu une fin. J'ai voulu rechercher un travail. Mais malheureusement, c'est impossible. Car tous les patrons que j'étais voir, ils demandent des diplômes, des bacs. Mais tout le monde n'a pas pu faire des études. Comme moi, j'ai pas pu aller au bout de mes études. Et c'est très honteux, parce que plus personne ne peut trouver des études. Donc, je pense à mes futurs enfants, à vos enfants que vous aurez plus tard et que vous avez déjà. Comment ils vont faire pour trouver un travail? Comment ils vont faire pour vivre? Pour nourrir une famille qu'ils auront? Pour se nourrir déjà eux-mêmes? Pour trouver un appartement, tout ça? Et je trouve que c'est scandaleux. Et quand on voit à l'heure d'aujourd'hui que le gouvernement autorise toujours les grenades et les LBD, en sachant qu'il y a eu des mutilations, des blessures graves, on ne peut plus les compter, parce qu'il y en a tellement pendant les mouvements et les manifestations. Il va y avoir des actes, des autres actes, comme le 6 février, nous organisons une marche blanche pour les blessés, tous les blessés. Donc on vous invite à venir, ceux qui veulent participer à ce mouvement, vous serez les bienvenus. Et moi je dis, il y aura d'autres d'actes jusqu'à la fin, qu'il y a l'interdiction des LBD 40 et des grenades. C'est ce qu'on a demandé, mais qui est toujours autorisé. Parce que quand on regarde les personnes qui ont les LBD dans les mains, ils ne sont pas formés pour avoir cette arme. Ils se servent comme des gamins de 14 ans. Et c'est scandaleux. Et quand on voit que Emmanuel Macron, à l'heure d'aujourd'hui, moi j'ai vu à la télé, qu'il est parti en Guadeloupe, qu'il ne regarde même pas ce qu'on fait à son peuple. Et il donne encore des... je sais pas comment dire, des règles à mutiler son peuple. Et lui, il est heureux, il part en vacances. C'est scandaleux. Franchement, j'ai même plus rien à dire, parce que ça me fait tellement mal au cœur de voir tous les gens qui sont mutilés et que tout le gouvernement est heureux de voir que son peuple se fait massacrer et que le président, tous les samedis ou tous les dimanches, quand il y a la manifestation des femmes, part à l'étranger et ne regarde même pas son peuple. Je voulais juste rajouter un truc. Depuis le 1er décembre, je ne dors plus de nuit. À chaque fois que je ferme mes yeux, je revois cette scène. Je ne mange plus aussi, j'ai du mal à manger. Ça fait 1 mois et demi que je faisais des opérations. Là, à l'hôpital, ils m'ont dit stop. Ils ont dit on a arrêté les opérations parce que mon corps, il ne peut plus. De 62 kilos, je passe à 42 kilos. Ils disent stop, il ne peut plus mon corps. Merci à tous de m'avoir écouté. Voilà, merci Franck. Bon, on vous invite à être généreux avec sa caisse de solidarité qu'on a relayée aujourd'hui sur Révolution Permanente, parce que évidemment, voilà, ça a un coût aussi. Ce qu'il écrit dans son témoignage, c'est que ça a bien sûr un coût et que si on est gilet jaune, c'est justement qu'on vit pas, qu'on roule pas sur l'or. Et donc pour tous ces blessés, pour faire face, que ce soit pour les réprimés, pour faire face aux frais de justice, ou que ce soit pour les blessés, faire face aux frais médicaux, évidemment que voilà, le gouvernement compte aussi là-dessus pour nous affaiblir, et que c'est à nous aussi d'être solidaires, de donner tout ce qu'on peut aussi pour ces blessés. Donc voilà, on vous invite à être solidaire avec les 2 caisses de solidarité, que ce soit de Franck et Antonio, à qui je donne la parole, qui est l'organisateur de la marche des blessés qui aura lieu demain à Paris. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà merci d'être présents aussi nombreux, ça fait plaisir. Voilà. Donc pour ma part, donc moi c'est Antonio, 40 ans, donc je viens de l'Oise, à côté de Compiègne. Malheureusement blessé donc le 24 novembre lors de l'acte 2 sur le bas des Champs-Élysées, alors que j'étais avec mes amis en train de manifester d'une manière pacifique. On était effectivement en train de crier notre mécontentement, style Macron démission, enfin des choses comme ça. Et lors d'une charge des forces de l'ordre, donc j'ai reçu donc une grenade de type Gliev 4
qui, juste pour information, comporte 25 grammes de TNT, donc pas des moindres. Pour la petite information également, il faut savoir que c'est le seul pays, enfin nous sommes le seul pays en France, enfin en Europe pardon, à utiliser encore ce type d'armes. Qui sont dites non létales. Pour retracer un petit peu l'histoire, si on revient quelques années en arrière, c'est pas du tout non létal, puisque si vous connaissez l'histoire de Rémi Fraisse, qui malheureusement est décédé justement de ce type de grenade lors d'une manifestation, donc voilà, qui a reçu donc, cette grenade entre son sac à dos et son dos, et qui malheureusement est décédé. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Donc moi le 24 novembre, j'ai reçu malheureusement une grenade de type JLF4, qui a traversé donc ma basket, qui est partie s'incruster directement dans mon pied, 3 cm et demi de profondeur, sur 2 cm et demi de diamètre, les ligaments arrachés, enfin j'étais à quelques millimètres de l'os, enfin voilà, je relativise, parce que quand vous voyez Franck qui est à côté de moi, qui malheureusement lui pour le coup, ne verra plus jamais de son œil droit, moi en tant que séquelle, clairement j'aurais peut-être quoi, je vais boiter, mais enfin voilà, j'ai toujours mon pied, donc je relativise et donc voilà. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que déjà je soutiens effectivement Révolution Permanente, ce que fait Flora. D'ailleurs je voudrais qu'on l'applaudisse parce qu'elle fait un putain de boulot d'ailleurs. Et donc voilà, et toute l'équipe qui est bien sûr derrière. Et donc voilà, moi j'ai pu... Alors pourquoi j'ai créé ma page? Donc je suis aussi le créateur de la page France Blessé, qui est toute nouvelle, hein. Ça fait 3 semaines, on a déjà pratiquement 5000 personnes, 5000 abonnés, donc s'il y en a parmi vous, je vous remercie aussi de partager. Pourquoi cette page-là, France Blessé? Parce que elle est créée par moi-même, mais également exclusivement créée par des blessés du mouvement des Gilets jaunes, contre les violences policières, afin justement de pouvoir donner à chaque blessé du mouvement, depuis le 17 novembre, et ceci peu importe la gravité des blessures, la parole. Parce que clairement, effectivement, il y a des gens qui ont perdu des yeux, il y a des gens qui ont perdu également des mains, des blessures aux pieds, mais il ne faut pas oublier aussi tous ceux qui sont derrière, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le bilan provisoire est de 2000 blessés, dont une centaine effectivement graves, et ces gens-là, il ne faut pas les oublier, parce qu'au-delà de la douleur physique, il y a surtout la douleur psychologique. Pour ma part, et je rejoindrai Franck par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, moi, toutes les nuits depuis le 25 novembre, je fais des cauchemars, je me réveille, je vois encore la scène où effectivement la grenade tombe à mes pieds, où j'ai pas le temps de dire ouf, qu'elle éclate. Donc voilà, encore aujourd'hui, des fenêtres qui claquent, une porte qui claque, ça me fait sursauter. Donc pour vous dire que clairement, par rapport au trauma psychologique, il y a quand même quelque chose de très important. Donc voilà, donc avec d'autres blessés, on s'est dit qu'on pouvait pas rester comme ça. On pouvait pas, depuis le 17 novembre, en tout cas pour ce qui est de ma part, avec une frustration que j'ai tous les samedis de voir justement mes frères et sœurs, parce que je les appelle mes frères et sœurs, gilets jaunes, être dans la rue, être moi sur mon canapé à l'idée comme ça, à regarder effectivement les gens manifester leur mécontentement, mais surtout, chaque semaine, voir de plus en plus de blessés, de voir sur les réseaux sociaux, de voir les MP qu'on m'envoie avec, écoute Antonio, je me suis fait blesser à cet acte-là, Antonio, je me suis fait blesser, c'était plus possible. En tout cas, pour ma part, c'était plus possible. Donc, en tant que citoyen lambda, parce que, voilà, mis à part fait quelques manifestations il y a quelques années pour la Palestine, et là, enfin, j'ai jamais fait de manifestation. Donc oui, j'ai vu que vous pouviez applaudir, et pour la Palestine, on peut applaudir, effectivement, s'il vous plaît. Merci. Et donc voilà, j'ai milité pendant 2 ans activement, je précise, vous pouvez d'ailleurs voir sur internet, pour la Palestine. J'ai eu beaucoup de soucis avec la justice également par rapport à ça, enfin, on va passer. Et donc du coup, à l'heure d'aujourd'hui, je me suis dit que c'était pas possible de rester comme ça. Donc on a fait un petit Skype avec 2-3 blessés, et on s'est dit que pour marquer le coup, on allait organiser tout simplement une marche blanche, pour rendre donc demain à 11 h rassemblement à Doménil, métro Doménil, ligne 6, ligne 8, départ midi, donc une marche sans précédent, parce que ce qu'on a préparé depuis 3 semaines avec mon équipe, jour et nuit, je vous garantis que ça va être quelque chose d'extraordinaire, pacifique, je précise bien, on ne veut pas de violence, pour le coup en tout cas, pendant la marche, on ne veut absolument pas de violence. Donc d'organiser cette marche-là, qui va donc rendre hommage à toutes les victimes et tous les blessés donc depuis le 17 novembre. Également bien sûr demander justice à ces blessés, parce que je fais partie des personnes qui ont porté plainte depuis le mois de décembre, puisque je fais partie de l'acte 2. Donc j'ai porté plainte aussi bien administrativement parlant, mais également au pénal. J'ai été convoqué déjà à l'IJPN qui, comme vous en doutez bien sûr, le jour, enfin l'heure à laquelle c'est arrivé à 16h30, ils voient effectivement qu'il y a bien des grenades GLIF4 qui ont été lancées, mais comme par hasard, il y a tellement de gaz lacrymogène qui ne voient pas qui a lancé la grenade. Vous imaginez la suite, c'est-à-dire que clairement, enfin voilà, je ne m'attends pas vraiment à voir, en tout cas de la part de la justice française, clairement à voir raison, quoi, parce qu'ils n'ont pas de preuves, donc voilà.
Donc, et également, surtout, demander l'interdiction de ces fameuses grenades qui comportent encore une fois plus qui sont composées de TNT, et également flashball type LBD. Si vous m'entendez, c'est bien. Donc les grenades LBD 40, voilà. Donc à l'heure d'aujourd'hui, tous groupes confondus qui sont associés au mien, on a 47 000 personnes pour demain inscrites. 21 000 personnes qui sont sûres de venir, donc pour vous dire que ça va être vraiment quelque chose de conséquent. On a normalement également les ambulanciers qui se rejoignent à nous, le corps médical qu'on a invité également, c'est-à-dire les infirmières, les brancardiers, enfin tous ceux qui depuis pas mal de temps sont également dans la rue et qui pour le coup elles sont toujours dans la même situation, enfin au même stade dans le sens où il n'y a aucune évolution, ils travaillent toujours dans des conditions de travail déplorables, avec des salaires enfin minimes, donc voilà, que dire d'autre, voilà. Je suis aussi, en tout cas pour ma part, militant, en tout cas pour ce qui est des violences policières depuis bien avant le 17 novembre. J'étais en tout cas, voilà, Adama, le petit Théo, et toutes ces vies malheureusement détruites, dans lesquelles à l'heure d'aujourd'hui, on parle plus ou très peu. Donc moi je les oublie pas. Aujourd'hui, en tout cas, à mon sens, j'irai au-delà des Gilets jaunes, puisqu'on est vraiment un peuple qui est en souffrance. Moi, si le 17 novembre, j'ai commencé tout simplement à être Gilet jaune, c'est parce que j'en ai marre de me réveiller le matin, de taper 8 heures par jour, et à la fin du mois, de me dire que il me reste 40 balles sur mon compte, et encore, quand je vous dis 40 balles sur mon compte, c'est vraiment bien, et que je peux pas sortir au cinéma, je peux pas emmener, enfin voilà, donc il y en a marre. Donc aujourd'hui, on est là. Je vous remercie et je vous invite tous demain à relayer, à être présents avec nous parce qu'on sera 28 blessés graves demain en début de cortège. Il y a d'autres blessés qui vont arriver, un service de protection qui sera franchement, qui sera là pour éviter le moindre incident. Donc voilà, pour vous dire, en tout cas, force à vous, on lâchera pas. Voilà. Juste pour faire la transition avec ce que dit Antonio, pour avoir un peu des éléments factuels, parce que c'est vrai qu'on a tendance aussi à banaliser en fait à force de voir des yeux et des mains arrachées, on a l'impression que ce qui se passe est normal. Il faut savoir qu'il y a une enquête du Monde qui est sortie hier ou avant-hier, qui explique qu'il y a eu 9300 tirs de balles de flashball, de balles de LBD, d'accord? C'est l'équivalent de 900 tirs de LBD par acte. Si on prenait depuis le 17 novembre sans s'arrêter jusqu'à aujourd'hui, ça fait 123 tirs de LBD par jour. Il faut savoir qu'en termes d'arrestation, et ça on n'en parle pas aussi, parce qu'il y a les violences policières, mais il y a aussi un certain nombre d'arrestations, d'incarcérations, de jugements. On a tous vu les différents procès-verbaux pour des personnes qui avaient un gilet jaune dans la bagnole, alors que le gilet jaune il est obligatoire dans la bagnole. Voilà, c'est minority report comme on dit, c'est la présomption de délinquance, quoi. Les gens n'ont rien fait, on les sort aux différents péages qui mènent à Paris pour essayer de faire en sorte de les emmener en garde à vue et faire en sorte surtout qu'il n'y ait pas de jonction et que les personnes ne viennent pas dans ces manifestations. Des autres chiffres sur les blessés, il y a plus de 1800 blessés. 1800 blessés en 2 mois et demi. D'accord? Il y a 19 yeux, œils arrachés, 4 mains arrachées. Il y a plus de 200 blessés très graves. Il faut savoir qu'en termes d'interpellation, au moment de la loi El Khomri, on était sur 5 mois. La loi El Khomri, ça a duré de quasiment février jusqu'à début juillet. Rappelez-vous de ceux qui ont connu ce cirque bassin de l'Arsenal où on a tourné comme des pigeons. Et je pense que ça sera la dernière fois qu'on tournera comme des pigeons. Merci les Gilets jaunes pour ça. Mais le mouvement de la loi El Khomri a duré 5 mois. C'est 900 gardes à vue et interpellations. Le mouvement des Gilets jaunes, en 2 mois et demi, en 12 actes, c'est plus de 5000 incarcérations. Vous vous rendez compte du niveau de violence qu'il y a? C'est juste quelque chose d'incroyable. Et vous avez vu, à l'Assemblée nationale, ils ont déjà voté cette fameuse loi anti-casseurs, où même des personnes de droite disent qu'on a l'impression de retourner au régime de Vichy. Il y a une des responsables d'un syndicat de magistrature, elle dit que tout le corps répressif existe déjà. Que si vous, par malheur, vous jetez quelque chose sur un policier et que ce policier a moins de 8 jours d'ITT, c'est 3 ans de prison ferme. Si ce policier a plus de 8 jours d'ITT, c'est 5 ans de prison ferme. Donc ils ont tout l'arsenal déjà pour nous envoyer en tôle et nous faire fermer notre gueule à travers l'appareil d'institution qui est la police et la justice. Ils ont tout.
Mais ils reculent encore une fois contre nous, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que définitivement on ne sorte plus. Donc demain d'avoir des lunettes de plongée comme à Oriane ou un masque pour de la plomberie ou de la peinture, eh ben c'est répréhensible maintenant. Faut le savoir, grâce à Castaner. Castaner qui ferme sa gueule pour Benalla, d'accord, il n'a pas vu les passeports diplomatiques, il n'a pas vu toute l'affaire Benalla. Par contre, Olivier Détinger, il n'y a pas de problème. C'est Christophe Détinger, pardon, excusez-moi. Je sais pas pourquoi je l'appelle Olivier. Christophe Détinger, il n'y a pas de problème, on le laisse pas sortir alors que c'est un père de famille et qu'il a montré sa bonne foi et qu'il pouvait être libéré avant son jugement. Va falloir qu'on ne banalise pas justement ces violences policières, ces incarcérations, ces mains arrachées, ces yeux arrachés, d'accord, et toutes ces blessés. Parce que c'est pour ça que je disais au début de mon intervention tout à l'heure qu'il va falloir qu'on aille jusqu'au bout. Il va pas falloir que le mouvement des Gilets jaunes, ça soit juste un mouvement où en fait on a un tableau Excel et on met des chiffres et des statistiques. C'est ça le mouvement des Gilets jaunes. Il va falloir aller jusqu'au bout. Que Franck, qui a 20 piges et qui perd et qui regardera plus jamais de l'œil droit, qui ne sait même plus si demain il pourra avoir un boulot, bah Franck il n'est pas perdu son œil pour rien. C'est tous ceux qui ont été réprimés, tous ceux dont les mains ont été arrachées, et on n'en parle pas de Zineb. Zineb, elle a été tuée des mains de la police, d'accord? C'est la dame de Marseille de 80 ans dont on a voulu faire croire qu'en fait c'est parce qu'elle était cardiaque, mais elle n'est pas morte d'une crise cardiaque comme ça dans son lit. Elle est morte d'une crise cardiaque parce qu'il y a une bombe lacrymogène qui est tombée dans son salon. Moi qui ai 30 piges, lorsqu'il y a une bombe lacrymogène en plein Paris, où je peux respirer, j'arrive même pas à marcher. Alors imaginez une dame de 80 ans qui déjà a un souffle au cœur. Donc oui, il y a eu une victime déjà du mouvement des Gilets jaunes, des mains de la police. Donc faut pas les oublier, faut pas banaliser ce qui est en train de se passer. Moi j'ai envie de dire que les Gilets jaunes, c'est les quartiers populaires. Ce mouvement ne peut pas se porter, en tout cas sans les quartiers populaires. C'est pour ça que le comité Adama va faire un appel des quartiers populaires pour les Gilets jaunes, parce que nous sommes aussi des Gilets jaunes. Parce qu'au début, quand nous avons fait cet appel tous ensemble, les journalistes nous ont appelés en nous posant la question: vous avez signé, les quartiers populaires ont signé, est-ce que vous êtes des Gilets jaunes? Quelles revendications avez-vous? Cette question est une insulte. Le fait de nous poser cette question est une insulte. Le fait de nous la poser et nous montrer, nous dire que vous n'êtes pas légitime à aller dans les rues de Paris. J'ai dit, mais nous sommes des Gilets jaunes, nous sommes des Gilets jaunes depuis bien avant. Nous sommes des Gilets jaunes depuis très longtemps. Nous sommes des Gilets jaunes depuis plus de 40 ans. Qui mieux que dans les quartiers populaires ne peut parler de la précarité? Qui mieux que dans les quartiers populaires peut parler de la pauvreté? Qui mieux que dans les quartiers populaires peut parler du mal logement? Qui mieux que dans les quartiers populaires peut parler du chômage? Qui mieux que dans les quartiers populaires peut parler des violences policières? Aujourd'hui, c'est un mouvement, c'est pas un mouvement qu'on rejoint, c'est notre mouvement. Ce mouvement, il fait partie, nous sommes des Gilets jaunes depuis plusieurs années, et politiquement en plus, parce que nos quartiers populaires, nos quartiers sont politisés, nos quartiers sont politiques, nos quartiers ont mené des mouvements, nos quartiers ont soulevé des mouvements, nos quartiers se sont toujours défendus. Cette loi qui va passer, qui est demandée pour interdire les flashballs, bah nous, nos frères, bah ces flashballs, ils les prennent depuis des années. Et le regret que moi j'ai aujourd'hui, c'est que malheureusement beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont aussi Gilets jaunes ne se sont pas levées à ce moment-là en disant bah, ces jeunes dans ces quartiers ont pris ces flashballs. L'année dernière, en 2018, il y avait le procès de Madame Kébé. Cette maman, cette mère de famille qui était dans son quartier, qui passait, où ses filles se faisaient interpeller. Elle a pris un flashball. Moi j'étais au procès, le comité Adama était au procès. Bah, cette maman, elle a perdu un œil. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans ce procès-là. C'est un flashball. Elle est restée une semaine dans ce procès, elle est restée digne. Les policiers ils ont été acquittés. Et ce qui me fait mal, c'est qu'il n'y a pas eu ce mouvement-là, en tout cas pour Madame Kébé. Parce qu'aujourd'hui, si on doit interdire les flashballs, c'est pour l'œil que Madame Kébé elle a perdu, qu'elle ne retrouvera plus jamais. Bah, ses enfants, ils étaient à côté. Certaines personnes étaient à côté. Bah, quand on va manifester, quand ces Gilets jaunes vont aller demain, bah c'est aussi pour marcher, aussi pour dire pour Madame Kébé. Cette maman de quartier populaire qui
a perdu son œil et qui ses fils ont été condamnés ce jour-là. On se bat dans nos quartiers. On nous pose la question, pourquoi les jeunes des quartiers ne sont pas dans les rues de Paris? J'ai envie de dire, mais pourquoi les gilets jaunes ne seront pas aussi dans nos quartiers? Parce que les combats se font aussi à l'intérieur du quartier. Les combats se font aussi aux abords des quartiers. Parce que le combat, on le fait depuis longtemps. Sauf que la différence qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est national. Et c'est national, on va aller ensemble, c'est pour ça que nous sommes là. On va aller ensemble main dans la main. Sauf que la différence, c'est que nous, dans nos quartiers, on n'a pas besoin d'aller manifester pour se faire tuer ou pour recevoir de la violence policière. Les gilets jaunes aujourd'hui, ruraux, malheureusement, qui vont manifester, eux, il faut qu'ils aillent manifester pour subir ces violences policières. Sauf que nous, on n'a même pas besoin de se déplacer. La violence, elle vient à nous dans nos quartiers. Et nos vies en dépendent. Nos vies en dépendent. Parce que moi, mon petit frère, il s'est fait tuer le 19 juillet 2016. Nos vies en dépendent. Nous, on meurt. Nous, on nous tue. Nous, on se fait tuer par ce système-là. Ce système qu'on dénonce depuis des années. Ce système qui vient dans nos quartiers comme s'ils étaient dans des zones de camps d'entraînement. Nos quartiers sont-ils des camps d'entraînement? Ce qui se passe aujourd'hui dans les rues de Paris, c'est triste, c'est malheureux. On doit le soulever ensemble, on doit y aller ensemble. Mais c'est un mouvement qui ne peut pas se faire sans les quartiers populaires. C'est un mouvement qu'on ne peut pas voler aux quartiers populaires. C'est un mouvement qu'on ne peut pas prendre aux quartiers populaires. Parce que ces premières des violences, on les subit. Quand on parle de gilets jaunes, quand on parle de tout ce mouvement-là, il faut pas oublier, surtout pas oublier, de dire les gilets jaunes, c'est aussi les quartiers populaires. Et que les quartiers populaires sont gilets jaunes bien avant le mouvement 2018. Le mouvement 2018, on va le prendre ensemble. Quartiers populaires, monde ruraux, toute la France, oui. Mais il y a un historique. Et cet historique-là, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas enlever l'histoire à ceux qui l'ont construit. Il ne faut pas enlever l'histoire à ceux qui ont politisé nos quartiers. Il ne faut pas enlever l'histoire à ceux qu'on a tués dans nos quartiers. Parce que nos vies valent d'être vécues à nous aussi. Mais quand un mouvement se porte, qu'il y a un minimum de respect et de considération en disant dans nos quartiers, bah, il y a eu des quartiers, les jeunes se font tuer, des jeunes meurent, et Madame Kébé, elle a perdu son œil. Cette maman, elle a perdu son œil, flashball. Donc l'interdiction, moi, du flashball, je la demande aussi au nom de Madame Kébé. Cette maman des quartiers populaires qu'on ne doit pas oublier et que personne ne doit oublier. Et si vous ne connaissez pas cette histoire, ils ont fait appel. Bah, j'espère que le maximum de gilets jaunes ira soutenir cette maman des quartiers populaires. Parce que le chômage, il est là dans nos quartiers. La pauvreté, les violences, tout ça, c'est dans nos quartiers. Aujourd'hui, bien évidemment, comme on dit dans le mouvement et le comité Adama, on va faire des alliances. Et ces alliances, on y va pour renverser le système. Et on va aller ensemble. Mais par contre, je ne mettrai pas mes frères dans la gueule du loup. Ça, il faut le savoir, ça. Moi, j'irai, mais je ne mettrai pas mes petits frères devant ces chars à canon. C'est fini, on n'est plus de la char à canon. Le temps des tirailleurs, c'est fini, ça aussi. Par contre, le mouvement des gilets jaunes peut se faire aussi dans l'autre sens. Il peut se faire aux abords de ces quartiers, il peut se faire à l'intérieur des quartiers. Moi, j'irai, nous, on ira. Nous, on ira dans les rues de Paris. Mais j'enverrai pas mes petits frères. Je les enverrai pas se faire tuer. Parce que la question aussi qu'il faut se poser, demain, s'il y a un jeune noir ou arabe issu des quartiers et un gilet jaune du monde rural, à votre avis, sur qui le policier va tirer en premier? Parce que c'est ça la question qu'il faut se poser aussi. Parce qu'il faut savoir que s'ils viennent, s'il y a un choix à faire, le choix il sera rapide et radical et sans réflexion. On va nous tuer tout de suite. Nous on ira, nous on va faire l'appel. Les quartiers populaires, on ne sera pas la 5e roue du carrosse. Aucune décision ne se fera sans nous. Aucune décision ne sera prise sans nous. Et si les décisions doivent être prises, on doit être autour de la table. C'est pas les décisions sont prises et on arrive après et on nous les impose. Parce que quand toutes ces lois vont passer, pour lesquelles on se bat, bah les premières personnes concernées, ce sera nous. Donc demain on ira,
on ira encore toutes les semaines où on va se battre au nom des quartiers populaires, pour les quartiers populaires, pour le monde rural, pour la France, pour renverser ce système qui est répressif et violent. Il y a aussi Honnête qui est là, je suis arrivé en retard, je ne sais pas s'ils ont pris la parole. Pas encore. Pas encore, mais eux, ils étaient gilets jaunes aussi l'année dernière. On peut les applaudir. On me dit que je dois conclure. Ben, on va conclure avec eux qui étaient là. Eux se sont battus pendant plusieurs semaines. Ils n'ont pas eu de salaire pendant plusieurs semaines. Beaucoup de monde sont venus les soutenir. Bah, eux, ils sont gilets jaunes. Ils étaient gilets jaunes avant. Applaudissez-les parce qu'ils se sont battus. Ils ont gagné. Quand on dit où sont les gilets jaunes, bah, ils étaient là avant. Donc je vais conclure et je vais dire que le mouvement des gilets jaunes, nous sommes tous des gilets jaunes. Et quand vous parlerez des gilets jaunes n'importe où, n'oubliez pas que les gilets jaunes, il y a une historique et ils viennent de nos quartiers. Parce que je ne sais pas si c'est pour ça que vous êtes venus ou non, mais on a mis un titre choc. On a mis en fait Gilets jaunes, le retour du spectre de la révolution. Et si on a mis ce titre en fait, qui est un titre un peu choc, c'est parce qu'on y croit. Mais on voit bien en fait autour de nous que le mouvement des Gilets jaunes pose beaucoup d'interrogations. C'est pas tout le monde en fait qui pense qu'il est globalement en fait positif, que c'est globalement en fait quelque chose qui va dans le sens d'un changement favorable en fait du rapport de force, mais favorable en fait à notre clan social, à notre classe, aux travailleurs, etc. Il y a beaucoup de gens qui considèrent en fait que ce mouvement c'est un mouvement d'extrême droite. C'est un mouvement en fait qui ne pose que des questions en fait qui sont étrangères aux questions historiquement prises en charge par la gauche ou aux questions en fait des classes populaires et de la classe des travailleurs. Comme souvent en fait nous les gauchistes on a le défaut de ne pas voir les choses bien et de sous-estimer ce qui se passe en fait, parfois c'est intéressant d'aller regarder en fait ce qu'ils disent et ce que pensent nos ennemis, nos adversaires. Et je vous invite tous à regarder sur les plateaux le niveau de nervosité qu'il y a dans les sphères du gouvernement. Le niveau en fait de peur et de nervosité qu'il y a dans les sphères en fait les plus riches, les plus aisées de ce pays, et de certains patrons malgré tout, et malgré ce qu'ils disaient Anas, même si en fait on s'attaque, même si on s'attaque en fait pas directement à eux encore. Cette semaine, en fait, il y a une édition de Le Monde diplomatique qui est sortie, où il y a tout un dossier en fait sur les luttes en cours en France aujourd'hui, dont un article très intéressant en fait sur le mouvement des Gilets jaunes. Et moi, pour commencer cette intervention, moi, je voudrais en fait vous lire la première phrase de cet article. La peur, pas celle de perdre un scrutin, d'échouer à réformer ou de voir fondre ses actifs en bourse. Plutôt celle de l'insurrection, de la révolte, de la destitution. Depuis un demi-siècle, les élites françaises n'avaient plus éprouvé pareil sentiment. Ça, c'est pas Révolution permanente qui le dit, c'est Le Monde. Et ça veut dire en fait que ça reflète quelque chose. En quelque sorte, en fait, les classes dominantes de ce pays et d'autres pays s'étaient fait l'illusion que les révolutions, c'était quelque chose en fait du passé, que plus jamais ça ne pouvait arriver, que plus jamais ils n'auraient peur. Et d'une certaine façon, et ça c'est le premier mérite du mouvement des Gilets jaunes, c'est d'avoir fait que la peur change de camp. Pendant très très longtemps, on scandait ça dans les manifs. Il faut que la peur change de camp. Et là, pour la première fois, en quelque sorte, en fait, ça commence à être le cas. Mais il y a d'autres symptômes, en fait, qui montrent que ce qui est en train de se passer dans ce pays, c'est quelque chose, en fait, d'extrêmement profond. On avait Oriane qui était ici juste à côté et qui a lu en fait, qui a fait la citation de Mirabeau qui explique en fait tant que les femmes ne sont pas dedans, il n'y a pas de vraie révolution. Mais on peut inverser le propos. À chaque fois que les femmes et les femmes les plus précaires, les femmes travailleuses sont mises en fait en première ligne, c'est qu'une révolution était en train de commencer. Parce que c'est à ces moments-là que ceux qui sont relégués dans notre société, qui sont méprisés, qui sont les plus opprimés, les plus exploités, quand ils font un pas en avant, ils entraînent derrière en fait l'ensemble des exploités, des opprimés d'un pays en fait comme la France. Et c'est ça que je pense en fait on est en train de voir autour du phénomène de toutes ces femmes mères célibataires qui ne sont pas là juste en fait en train de faire de la figuration, mais qui sont des actrices du mouvement des Gilets jaunes et qui montrent que d'une certaine façon
le visage de la pauvreté et de la précarité en France aujourd'hui, c'est un visage de femme. Et c'est de ce point de vue-là qu'elles ont toute leur place au centre de ce mouvement qui précisément en fait s'oppose à cette société qui nous relègue en fait à la majorité de la population que des conditions en fait de misère et de détresse. Donc ça c'est un deuxième élément qui montre que ce qui est en train de se passer c'est quelque chose d'important et de profond. Mais il y a un troisième élément. Et moi, quand j'écoute les interventions de Franck ou d'Antonio, et quand je vois en fait ces jeunes et ces moins jeunes qui ont perdu parfois une main et qui reviennent en manifestation, qui ont perdu un œil et qui sont là à se battre avec la détermination qu'ils ont montrée, Franck qui s'est blessé, qui est devenu en fait l'organisateur de l'ensemble des blessés, les papis de 60 ans qui sont là à s'affronter contre la police, qui se prennent des tirs de flashball et le courage qu'ils ont, moi, je me dis qu'il y a quelque chose qui est en train de changer et qu'il y a quelque chose de profond. Et ça m'a fait penser à une citation très ancienne, ça fait très longtemps, mais d'une femme, pour le coup, d'une femme révolutionnaire qui est morte il y a 100 ans et qui s'appelait Rosa Luxembourg. Et Rosa Luxembourg, en fait, elle militait en Allemagne plutôt. Et en Allemagne, il y avait un mouvement ouvrier qui était très fort, très organisé, avec des grands syndicats, des grands partis et toute une routine qui était liée à ces grands appareils-là. Et à l'époque de Rosa Luxembourg, en fait, est émergée dans un pays voisin, la Russie, une révolution totalement spontanée, très bordélique, où les gens se disaient aussi, il y avait des agents de l'impérialisme japonais, dedans il y avait de tout. C'est devenu connu comme la révolution de 1905. Et en fait, pour discuter en Allemagne sur ce qu'ils avaient à apprendre de la révolution de 1905, Rosa Luxembourg disait des choses très intéressantes qui, moi en tout cas, me font beaucoup écho au niveau de détermination que je vois en fait surgir dans le milieu du mouvement des Gilets jaunes. Donc elle disait la chose suivante, et c'est ma dernière citation, je vous promets. Au moment où commence une période de grève de masse, c'était ça qui était en train de se passer en 1905 en Russie, de grande envergure, toutes les prévisions et tous les calculs des frais sont aussi vains que la prétention de vider l'océan avec un verre d'eau. Les calculs, c'était les calculs des syndicats qui mesuraient bien si la caisse de grève allait leur permettre d'aller au bout des choses, etc., etc. Et elle continue. Une période révolutionnaire résout cette difficulté en apparence insoluble en déchaînant dans la masse une telle somme d'idéalisme que celle-ci en devient insensible aux souffrances les plus aiguës. Dans la tempête révolutionnaire, le prolétaire, le père de famille prudent, soucieux de s'en assurer un subside, se transforme en révolutionnaire romantique, pour qui le bien suprême lui-même, la vie, et à plus forte raison le bien-être matériel, n'ont que peu de valeur en comparaison de l'idéal de la lutte. Quand on voit à quel point, en fait, le fait qu'il y ait eu un as, il vient de dire les chiffres, le nombre d'éborgnés, le nombre, en fait, de blessés graves, le nombre de gens qui ont perdu un membre, et que le mouvement, il continue déterminé, et que ces mêmes personnes-là, en fait, en sortent avec la détermination qu'on vient de voir ici, je pense que ça fait écho à des moments très forts dans l'histoire, comme celui que Rosa Luxembourg, en fait, décrivait en Russie en 1905. Et il y a une autre similitude, même si en fait ça a été beaucoup plus loin que le mouvement des Gilets jaunes jusqu'ici. C'est qu'en fait c'est venu après une longue période où il n'y avait pas eu la moindre révolution dans le monde. Le dernier exemple révolutionnaire, c'était la Commune de Paris. 71, c'est-à-dire en fait 34 ans avant. Et en quelque sorte, en fait, quand on regarde le mouvement des Gilets jaunes, on peut se dire, est-ce que ce qui est en train de se passer en France ne pourrait pas déboucher dans quelque chose en fait, de ce type-là? Est-ce qu'en fait il y a de la confusion dans le mouvement des Gilets jaunes? Est-ce qu'il y a des idées qui ne sont pas par exemple les miennes? Est-ce qu'il y a des personnes d'extrême droite? Oui, oui et oui. Mais espérer qu'après 40 ans sans révolution, avec le rôle qui est celui joué par les directions syndicales et les directions des principaux partis politiques, un mouvement révolutionnaire naisse déjà sans aucune contradiction, pur chimiquement, etc., etc., c'est du pur idéalisme dans le mauvais sens du terme. Les processus révolutionnaires et les révolutions sont en fait des processus vivants. Et c'est en fait aux forces révolutionnaires, aux forces combatives, aux forces de la gauche révolutionnaire d'essayer de disputer le contenu de ce mouvement. Et je peux vous assurer que tant que la gauche continuera
avoir en fait une énorme frilosité vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, vous les avez vus ici. Tant qu'on continuera à avoir une frilosité et à ne pas y aller jusqu'au bout, le travail en fait des droitiers, des fachos, de l'extrême droite, des confusionnistes, il sera plus facile. Nous avons un rôle à jouer dans le mouvement des Gilets jaunes et vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, pour faire en sorte en fait que la jeunesse le rejoigne. Aujourd'hui, pourquoi les jeunes ne sont pas dans la rue avec les Gilets jaunes? Pourquoi il n'y a pas davantage de grève du mouvement ouvrier qui soit dans la rue? Parce qu'en fait, les revendications des Gilets jaunes, si on les pousse jusqu'au bout, sont les mêmes de tous ceux qui vivent de leur travail. C'est-à-dire, en fait, c'est d'avoir en fait, de quoi pouvoir vivre dignement, de récupérer sa dignité et de pouvoir en fait, nourrir ses enfants et subvenir à ses besoins. Et c'est ça la question en fait, qui est posée aujourd'hui. Il y a la question du chômage. Comment on peut véritablement se battre contre la pauvreté et la misère dans ce pays sans poser le problème du chômage? Sans poser le problème qu'il y ait 6 millions de chômeurs, alors qu'il y a des jeunes qui font 50 heures en fait, par semaine, qu'il y aurait moyen de partager le travail entre tous et d'en finir avec le fléau du chômage. Donc c'est toutes ces questions-là que nous, en tout cas en Révolution Permanente, nous pensons que les militants révolutionnaires anticapitalistes de gauche doivent y aller dans le mouvement des Gilets jaunes pour poser ce genre de problème. Moi, on a fait depuis le début du mouvement avec les camarades de Révolution Permanente, les camarades cheminots de l'Intergare, les camarades du comité Adama, on a eu en fait cette initiative-là de se dire en fait très vite, dès le 24 novembre, que en fait nous avions toute notre place dans ce mouvement et de construire un pôle à partir de Saint-Lazare pour dire à tout le monde et à toute la gauche, il faut y aller, il faut être à leur côté et il faut se battre en fait de l'intérieur du mouvement des Gilets jaunes, y compris en fait pour pouvoir essayer de faire en sorte en fait que les idées d'extrême droite qui le pénètrent soient les plus faibles possibles, voire en fait d'évincer l'extrême droite de ce mouvement. Mais pour cela, en fait, nous, on voudrait, à partir de Révolution Permanente, parce qu'on est à fond dans le mouvement. Moi, je me suis même acheté mon gilet jaune aujourd'hui, je n'avais pas encore. On est à fond dans le mouvement, mais on n'est pas critique. On voit bien, en fait, les contradictions qu'il y a à l'intérieur de ce mouvement. Et on voudrait, de ce point de vue-là, ouvrir, en fait, une discussion avec l'ensemble des présents ici, mais y compris avec les gilets jaunes eux-mêmes, sur 3 points qui nous semblent, en fait, des choses importantes à réfléchir. Le premier, c'est qui sont les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes, en fait, ils se revendiquent comme le peuple. Et on a eu, en fait, il y a une semaine, une manifestation de gens, en fait, très à droite et très liés au gouvernement, les foulards rouges qui sont sortis dans la rue pour soutenir Macron. Et c'était quoi, en fait, le principal argument qu'on entendait de leur bouche? Ils disaient, mais nous aussi, nous sommes le peuple. Et ça, même si les Gilets jaunes, quand ils disent le peuple, ils entendent tout autre chose, ils pensent au peuple pauvre, aux gens qui sont dans la misère, aux classes populaires. Le mot peuple, il permet cette ambiguïté-là. Parce que Macron, il fait partie du peuple. Bernard Arnault, il fait partie du peuple. C'est des citoyens, ils font partie du peuple français. Donc pour nous, le mouvement des Gilets jaunes aurait intérêt à commencer à raisonner un petit peu moins en termes de peuple et un petit peu plus en termes de classe. Parce qu'on s'attaque aux riches, mais il faut se demander d'où vient la richesse des riches. Et elle vient de mon travail et du vôtre. Sinon, il n'y aurait pas les inégalités sociales. Et c'est à ça qu'on doit commencer à s'attaquer sérieusement. Le mouvement des Gilets jaunes, en fait, c'est un mouvement d'une énorme majorité de travailleurs, de salariés, de prolétaires qui sont en action dans les rues, mais qui pour l'instant ne se voient pas encore jusqu'au bout en tant que tel. La journée du 5, ça peut être en fait un pas important dans ce sens-là. Il y a des Gilets jaunes qui sont en train de se poser le problème de comment se mettre en grève. Ils sont en train de faire des tutoriels sur Facebook pour expliquer comment eux, qui n'ont jamais fait de grève de leur vie, vont pour la première fois faire grève en fait dans leur boulot. Je pense que nous on doit appuyer cette dynamique avec toutes nos forces pour pouvoir faire en sorte en fait précisément que le mouvement franchisse un cap et que, comme disait Anas, ce ne soit plus juste le mouvement des Gilets jaunes, mais ce soit véritablement en fait en tous ensemble qui aille vers une grève générale qui pose véritablement le problème et les moyens de en fait faire démissionner Macron, mais aussi le problème de savoir par quoi on le remplace après. Et on y reviendra. Deuxième contradiction rapide.
le problème en fait alors on a parlé du peuple, l'autre problème en fait c'est le problème de la nation. Une des raisons pour lesquelles en fait beaucoup de militants gauchistes, internationalistes, etc. ont eu beaucoup de frilosité pour rejoindre le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'en fait la Marseillaise et le drapeau tricolore, c'était pas vraiment en fait leur délire. Le mien non plus, hein. Moi en plus je suis brésilienne, je suis même pas française, etc. Nous on voit bien dans les manifestations que la Marseillaise elle a été investie dans tout autre contenu. Quand on voit en fait des centaines de gilets jaunes qui, face au CRS, crient dans un ton martial aux armes aux citoyens, on voit bien que c'est pas tout à fait pareil que quand l'impérialisme français en fait, met cet hymne-là pour justifier les massacres qu'il commet en Afrique, en fait, au Moyen-Orient. Ce n'est pas la même Marseillaise. Mais néanmoins, c'est en fait sur le terrain de cette idée de patrie, d'une patrie en fait qui serait opposée aux autres, qu'une partie de l'extrême droite fait son marché. Le mouvement des Gilets jaunes, il a en fait un énorme mérite. C'est d'avoir en fait créé une nouvelle forme de fraternité entre les gens. Tous les témoignages des Gilets jaunes racontent ça. Des gens qui ne se connaissaient pas, qui ne discutaient pas et qui ont retrouvé une forme de solidarité, une forme de fraternité nouvelle. Je ne sais pas si ça vous a déjà frappé dans les manifestations des Gilets jaunes, mais de comment il n'y a pas un SDF qui passe inaperçu, sans que les Gilets jaunes en fait s'approchent pour savoir en fait de quoi ils en ont besoin. Est-ce qu'ils peuvent aider? Cette forme de solidarité, cette forme de fraternité, c'est le point le plus fort et c'est le meilleur antidote possible contre l'extrême droite. Il faut juste comprendre que notre fraternité, elle ne s'arrête pas aux frontières. Notre fraternité, c'est celle des travailleurs et des travailleuses, de la population pauvre du monde entier. Et si on avance jusqu'au bout dans cette idée-là, l'extrême droite n'aura pas sa place dans le monde. J'aime pas ça. Dernière, ils disent que je bouge trop la tête, que je ne sais pas parler dans le micro, c'est vrai. Je suis nulle pour ça, j'aime pas le micro. C'est pour ça que je parle fort, pour pas avoir besoin de micro. Dernière en fait contradiction, et c'est un peu le truc que disait Anas en fait au début. Cette histoire en fait de mouvement apolitique. Plus qu'apolitique, en fait, c'est un mouvement apartisan. Aujourd'hui, en fait, il y a cette précision-là qui est faite. Mais au tout début, on disait, on ne veut surtout pas faire de la politique. On veut être un mouvement apolitique. Et c'était une contradiction énorme, parce que c'est probablement le mouvement le plus politique qu'il y a eu dans ce pays depuis très très longtemps. Vous voyez bien que quand on réclame la démission du président de la République, c'est pas tout à fait, en fait, une revendication économique ou sectorielle. C'est en fait la tête du pays. Quand on se dit en fait, qu'on veut changer les règles du pouvoir, qu'on veut changer les règles de la démocratie représentative, qu'on veut en fait supprimer le Sénat, qu'on veut que les élus touchent le même salaire qu'un travailleur, tout ça c'est politique. Autre chose, c'est en fait la politique qui est faite par nos adversaires. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'on nous met dans la tête tous les jours, aux travailleurs, que la politique c'est mal. Mais ça c'est juste une façon de dire, ne vous occupez pas, laissez-nous la politique. Allez au boulot et fermez vos gueules. La question pour nous, et c'est ça que le mouvement des Gilets jaunes est en train de commencer à faire, c'est de faire une toute autre politique. Une politique de classe, une politique des travailleurs, une politique de ceux qui vivent de leur travail et qui méritent en fait d'avoir de quoi subvenir à leurs besoins, qui méritent même plus, qui méritent d'avoir l'accès à la culture, à l'art, avoir du temps libre, pouvoir voyager, pouvoir prendre des vacances, parce qu'on produit assez de richesses pour faire tout ça. Et si on ne peut pas le faire, c'est parce qu'il y a une minorité de parasites qui s'accaparent le produit de notre travail. Et c'est ça la réalité de la société dans laquelle on vit. Macron est un personnage détestable. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais notre problème, ce n'est pas que Macron. Le problème principal, c'est que les gouvernements dans la société dans laquelle on vit, et celui de Macron est celui qui le fait peut-être avec le plus de décontraction et de la façon la plus ouverte, c'est des cabinets d'affaires des grands patrons. C'est des cabinets d'affaires du CAC 40. Les mesures que le gouvernement prend, par exemple en fait, le CICE, de donner en fait des millions et de millions d'euros à des patrons
soi-disant en fait pour qu'ils ferment pas leurs entreprises, et alors après ils ferment quand même. C'est une politique de classe, la politique qui est faite par Macron. Donc notre problème, ce n'est pas de s'attaquer juste à Macron, même s'il faudra, mais de s'attaquer à l'ensemble de la classe qu'il représente, la classe sociale en fait des bourgeois qui en fait obtiennent leur richesse et deviennent riches sur la base en fait de la sueur et le sang des travailleurs et des travailleuses. C'est cette question-là qu'on pense que le mouvement des Gilets jaunes devrait commencer en fait à prendre à bras le corps, et qui s'il le fait, il va pouvoir en fait aller beaucoup plus loin, et en particulier s'il arrive en fait dans ce chemin-là à se lier à deux secteurs sociaux qui dans l'histoire de ce pays ont fait de grandes choses, toujours en fait. La classe ouvrière dans les entreprises, dans les usines, dans les grands services comme les chemins de fer, et la jeunesse. Et là, en fait, moi, je voudrais lancer un appel particulier. Où sont les jeunes de ce pays? Où sont les jeunes? Réveillez-vous! Réveillez-vous dans la situation, mais réveillez vos collègues. Si vous êtes là, c'est que vous n'êtes pas endormis. Mais ce serait en fait un moment pour qu'il y ait des dizaines de milliers de jeunes dans la rue. Et c'est ça qu'il va falloir construire. Peut-être que ça va commencer le 5, mais qu'il faudra aller plus loin. Je pense en fait que le combat qui doit être posé aujourd'hui, c'est celui-là. Comment on transforme en fait le mouvement des Gilets jaunes dans quelque chose qui aille beaucoup au-delà et qui entraîne en fait l'ensemble des travailleurs et l'ensemble de la jeunesse. Dernier mot pour finir. Faire de la politique, faire la révolution. Aujourd'hui, même si les Gilets jaunes sont persuadés qu'ils sont en train de faire la révolution, ce n'est pas encore une révolution qui est en cours en France. Mais je pense en fait que le niveau de violence qu'on est en train de voir en fait du côté de l'État, le nombre en fait des déborgnés, de blessés, le fait qu'un ancien ministre comme Luc Ferry puisse dire en fait qu'il faut tirer avec des armes réelles sur le peuple, tout ça montre en fait que la révolution en fait elle peut venir, mais qu'il y aura aussi en fait une contre-révolution en face, qu'il y aura une énorme réaction, qu'il y aura une énorme répression, que ces parasites qui sont là-haut ne vont rien lâcher en fait par eux-mêmes si on ne l'arrache pas. Et ça, malheureusement, ça nécessite une certaine forme d'organisation, parce que eux en face ils sont très organisés. Ils ont l'armée, ils ont en fait des instituts de pensée, des universités qui travaillent pour eux. Nous aussi on en aura besoin. C'est-à-dire en fait le problème ce n'est pas d'être politique ni d'être organisé, c'est d'être capable de construire en fait une autre forme de politique et une autre forme d'organisation où ce soit en fait la base qui contrôle les dirigeants et pas l'inverse, et de créer en fait une force politique qui soit capable d'organiser notre victoire, parce que notre problème ce n'est pas juste de se battre, ce n'est pas juste en fait d'essayer de faire la révolution, on veut vaincre, on veut la gagner. Modestement, le boulot militant qu'on fait en fait autour de Révolution Permanente, le courant militant qu'on construit autour de Révolution Permanente essaye de contribuer dans cette perspective-là et avec cette tâche-là, et c'est pour ça qu'on pense que notre place, mais la vôtre aussi, est aux côtés des Gilets jaunes dans les manifestations et bientôt dans la grève générale. Emmanuel Macron, président des patrons, on va te chercher chez toi.